5. Illustration de la loi générale de l'accumulation capitaliste. Petit a. L'Angleterre de 1846 à 1866. Aucune période de la société moderne ne se prête mieux à l'étude de l'accumulation capitaliste que celle des 20 dernières années. Note 127. Il semble qu'elle ait trouvé l'escarcelle enchantée de Fortunatus. Cette fois encore, l'Angleterre figure comme le pays modèle, et parce que, tenant le premier rang sur le marché universel, c'est chez elle seule que la production capitaliste s'est développée dans sa plénitude, et parce que le règne millénaire du libre-échange, établi dès 1846, y a chassé l'économie vulgaire de ses derniers réduits. Nous avons déjà suffisamment indiqué, sections 3 et 4, le progrès gigantesque de la production anglaise pendant cette période de 20 ans, dont la dernière moitié surpasse encore de beaucoup la première. Bien que dans le dernier demi-siècle, la population anglaise se soit accrue très considérablement, son accroissement proportionnel, ou le taux de l'augmentation, a baissé constamment, ainsi que le montre le tableau suivant emprunté au recensement officiel de 1861. Taux annuel % de l'accroissement de la population de l'Angleterre et de la principauté de Galles en nombre décimaux. 1811-1821, 1,533. 1821-1831, 1,446. 1831-1841, 1,326. 1841-1851, 1,216. 1851-1861, 1,141. Examinons maintenant l'accroissement parallèle de la richesse. Ici, la base la plus sûre, c'est le mouvement des profits industriels, rentes foncières, etc., soumis à l'impôt sur le revenu. L'accroissement des profits imposés, fermages et quelques autres catégories non comprises, atteignit, pour la Grande-Bretagne, de 1853 à 1864, le chiffre de 50,47%, ou 4,58% par an en moyenne, note 128. Celui de la population, pendant la même période, fut de 12%. L'augmentation des rentes imposables du sol, y compris les maisons, les chemins de fer, les mines, les pêcheries, etc., atteignit dans le même intervalle de temps 38%, ou 3,5% par an, dont la plus grande part revient aux catégories suivantes. Excédent du revenu annuel de 1864 sur 1863. Maison, 38,60%. Augmentation par an, 3,50%. Carrière, 84,76%. Augmentation par an, 7,70%. Mine, 68,85%. Augmentation par an, 6,26%. Forge, 39,92%. Augmentation par an, 3,63%. Pêcherie, 57,37%. Augmentation par an, 5,21%. Usine à gaz, 126,02%. Augmentation par an, 11,45%. Chemin de fer, 83,29%. Augmentation par an, 7,57%. Si l'on compare entre elles 4 par 4 les années de la période 1853-64, le degré d'augmentation des revenus s'accroît continuellement. Celui des revenus dérivés du profit, par exemple, est annuellement de 1,73% de 1853 à 1857, de 2,74% pour chaque année entre 1857 et 1861, et enfin de 9,30% entre 1861 et 1864. La somme totale des revenus imposés dans le Royaume-Uni s'élevait en 1856 à 307 068 898 livres sterling. En 1859, à 328 127 416 livres sterling. En 1862, à 351 745 241 livres sterling. En 1863, à 359 142 897 livres sterling. En 1864, à 362 462 279 livres sterling. En 1865, à 385 530 020 livres sterling. La centralisation du capital marchait de pair avec son accumulation. Bien qu'il n'existât aucune statistique agricole officielle pour l'Angleterre, mais bien pour l'Irlande, des comtés en fournirent une volontairement. Elle donna pour résultat que de 1851 à 1861, le chiffre des fermes au-dessous de 100 acres était descendu de 31 583 à 26 567, et que par conséquent,
5016 d'entre elles avaient été réunies à des fermes plus considérables. Note 130. De 1815 à 1825, il n'y avait pas une seule fortune mobilière assujettie à l'impôt sur les successions qui dépassât 1 million de livres sterling. Il y en a eu 8 de 1825 à 1855 et 4 de 1856 au mois de juin 1859, c'est-à-dire en 4 ans et demi. Note 131. Mais c'est surtout par une analyse rapide de l'impôt sur le revenu pour la catégorie D, profits industriels et commerciaux, non compris les fermes, etc., dans les années 1864 et 1865 que l'on peut le mieux juger le progrès de la centralisation. Je ferai remarquer auparavant que les revenus qui proviennent de cette source payent l'income tax à partir de 60 livres sterling, et non au-dessous. Ces revenus imposables se montaient en 1864 pour l'Angleterre, la Principauté de Galles et l'Écosse à 95 844 222 livres sterling, et en 1865 à 105 435 579 livres sterling. Note 132. Le nombre des imposés était, en 1864, de 308 416 individus sur une population totale de 23 891 009, et en 1865, de 332 431 individus sur une population totale de 24 127 003. Voici comment se distribuaient ces revenus dans les 2 années. Pour l'année finissant le 5 avril 1864, le revenu total était de 95 844 222 livres sterling pour 308 416 individus, dont 57 028 289 livres sterling pour 23 434 individus, dont 36 415 225 livres sterling pour 3 619 individus, dont 22 809 781 pour 832 individus, dont 8 844 752 pour 91 individus. Pour l'année finissant le 5 avril 1865, revenu total de 105 435 738 livres sterling pour 332 431 individus, dont 64 554 297 livres sterling pour 24 265 individus, dont 42 535 576 livres sterling pour 4 021 individus, dont 27 555 313 livres sterling pour 973 individus, dont 11 077 288 livres sterling pour 107 individus. Il a été produit en 1855 dans le Royaume-Uni 61 453 079 tonnes de charbon d'une valeur de 16 133 267 livres sterling. En 1864, 92 787 873 tonnes d'une valeur de 23 197 968 livres sterling. En 1855, 3 218 154 tonnes de fer brut d'une valeur de 8 45 385 livres sterling. En 1864, 4 767 951 tonnes d'une valeur de 11 919 877 livres sterling. En 1854, l'étendue des voies ferrées ouvertes dans le Royaume-Uni atteignait 8054 miles, avec un capital s'élevant à 286 68 794 livres sterling. En 1864, cette étendue était de 12 799 miles, avec un capital versé de 425 719 613 livres sterling. L'ensemble de l'exportation et de l'importation du Royaume-Uni se monta, en 1854, à 268 210 145 livres sterling, et en 1865, à 489 923 285. Le mouvement de l'exportation est indiqué dans la table qui suit. 1846, 58 842 377 livres sterling. 1849, 63 596 052 livres sterling. 1856, 115 826 948 livres sterling. 1860, 135 442 817 livres sterling. En 1865, 165 862 402 livres sterling. Et en 1866, 188 917 563 livres sterling. Note 133. On comprend, après ces quelques indications, le cri de triomphe du Registrar général du peuple anglais. Ouvrez les guillemets. Si rapide qu'ait été l'accroissement de la population,
il n'a point marché du même pas que le progrès de l'industrie et de la richesse. Note 134. Fermez les guillemets. Tournons-nous maintenant vers les agents immédiats de cette industrie, les producteurs de cette richesse, la classe ouvrière. Ouvrez les guillemets. C'est un des traits caractéristiques les plus attristants de l'état social de ce pays, dit M. Gladstone, qu'en même temps que la puissance de consommation du peuple a diminué et que la misère et les privations de la classe ouvrière ont augmenté, il y a eu une accumulation croissante de richesses chez les classes supérieures et un accroissement constant de capital. Note 135. Fermez les guillemets. Ainsi parlait cet onctueux ministre à la Chambre des communes le 14 février 1843. 20 ans plus tard, le 16 avril 1863, exposant son budget, il s'exprime ainsi. Ouvrez les guillemets. De 1842 à 1852, l'augmentation dans les revenus imposables de ce pays avait été de 6%. De 1853 à 1861, c'est-à-dire dans 8 années, si l'on prend pour base le chiffre de 1853, elle a été de 20%. Le fait est si étonnant qu'il en est presque incroyable. Cette augmentation étourdissante de richesse et de puissance est entièrement restreinte aux classes qui possèdent. Elle doit être d'un avantage indirect pour la population ouvrière parce qu'elle fait baisser de prix les articles de consommation générale. En même temps que les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus moins pauvres. Que les extrêmes de la pauvreté soient moindres, c'est ce que je ne prétends pas affirmer. Note 136. Fermez les guillemets. La chute en est jolie. Si la classe ouvrière est restée pauvre, moins pauvre seulement, à proportion qu'elle crée pour la classe propriétaire une augmentation étourdissante de richesse et de puissance, elle est restée tout aussi pauvre, relativement parlant. Si les extrêmes de la pauvreté n'ont pas diminué, ils se sont accrus en même temps que les extrêmes de la richesse. Pour ce qui est de la baisse de prix des moyens de subsistance, la statistique officielle, les indications de l'orphelinat de Londres par exemple, constatent un enchérissement de 20% pour la moyenne des 3 années de 1860 à 1862 comparée avec celle de 1851 à 1853. Dans les 3 années suivantes, 1863-1865, la viande, le beurre, le lait, le sucre, le sel, le charbon et une masse d'autres articles de première nécessité enchérissent progressivement. Note 137. Le discours de M. Gladstone, du 7 avril 1864, est un vrai dithyrambe d'un vol pindarique. Il y chante l'art de s'enrichir et ses progrès et aussi le bonheur du peuple tempéré par la pauvreté. Il y parle de masses situées sur l'extrême limite du paupérisme, de branches d'industrie où le salaire ne s'est pas élevé, et finalement il résume la félicité de la classe ouvrière dans ces quelques mots, ouvrez les guillemets, « La vie humaine est, dans 9 cas sur 10, une lutte pour l'existence. » Note 138, fermez les guillemets. Le professeur Fawcett, qui n'est point comme le ministre retenu par des considérations officielles, s'exprime plus carrément. Ouvrez les guillemets. Je ne nie pas, dit-il, que le salaire ne se soit élevé, entre parenthèses, dans les 20 dernières années, avec l'augmentation du capital. Mais cet avantage apparent est en grande partie perdu, parce qu'un grand nombre de nécessités de la vie deviennent de plus en plus chères. Entre parenthèses, il attribue cela à la baisse de valeur des matériaux précieux. Les riches deviennent rapidement plus riches, the rich grow rapidly richer, sans qu'il y ait d'amélioration appréciable dans le bien-être des classes ouvrières. Les travailleurs deviennent presque esclaves des boutiquiers, dont ils sont les débiteurs. Note 139, fermez les guillemets. Les conditions dans lesquelles la classe ouvrière anglaise a produit pendant les 20 à 30 dernières années la sudite augmentation étourdissante de richesse et de puissance pour les classes possédantes sont connues du lecteur. Les sections de cet ouvrage qui traitent de la journée de travail et des machines l'ont suffisamment renseigné à ce sujet. Mais ce que nous avons étudié alors, c'était surtout le travailleur au milieu de l'atelier où il fonctionne. Pour mieux pénétrer la loi de l'accumulation capitaliste, il faut nous arrêter un instant à sa vie privée et jeter un coup d'œil sur sa nourriture et son habitation. Les limites de cet ouvrage m'imposent de m'occuper ici principalement de la partie mal payée des travailleurs industriels et agricoles dont l'ensemble forme la majorité de la classe ouvrière. Note 140. Mais auparavant encore un mot sur le paupérisme officiel, c'est-à-dire sur la portion de la classe ouvrière qui, ayant perdu sa condition d'existence, la vente de sa force, ne vit plus que d'aumônes publiques. La liste officielle des pauvres en Angleterre, note 141, comptait en 1855 851 369 personnes. En 1856,
877 767. En 1865, 971 438. Par suite de la disette du coton, elle s'éleva dans les années 1863 et 1864 à 1 079 382 et 1 014 978 personnes. La crise de 1866, qui frappa surtout la ville de Londres, créa dans ce siège du marché universel, plus populeux que le royaume d'Écosse, un surcroît de pauvres de 19,5% pour cette année comparée à 1865, de 24,4% par rapport à 1864, et un accroissement plus considérable encore pour les premiers mois de 1867 comparé à 1866. Dans l'analyse de la statistique du paupérisme, 2 points essentiels sont à relever. D'une part, le mouvement de hausse et de baisse de la masse des pauvres reflète les changements périodiques du cycle industriel. D'autre part, la statistique officielle devient un indice de plus en plus trompeur du paupérisme réel, à mesure qu'avec l'accumulation du capital, la lutte des classes s'accentue et que le travailleur acquiert un plus vif sentiment de soi-même. Le traitement barbare des pauvres au workhouse, qui fit pousser à la presse anglaise Times, Pall Mall Gazette, etc., de si hauts cris il y a quelques années, est d'ancienne date. Friedrich Engels signala, en 1844, les mêmes cruautés et les mêmes déclamations passagères de la littérature à sensation, entre guillemets. Mais l'augmentation terrible à Londres, pendant les derniers 10 ans, des cas de mort de faim, est une démonstration évidente, sans phrase, de l'horreur croissante des travailleurs pour l'esclavage des workhouses, ces maisons de correction de la misère.